La pauvre fillette sans abri chantait devant un hôtel pour payer le traitement de sa mère, jusqu'à ce qu'un PDG la voie et soit bouleversé en se souvenant de sa fille décédée. Au cœur d'un automne mordant, entre les pavés froids et les feuilles mortes qui dansaient sous les rafales du vent parisien, une voix s'élevait pure et déchirante. Devant l'entrée imposante d'un hôtel de luxe du 8e arrondissement, une petite fille aux joues rosies par le froid chantait, les mains jointes autour d'un vieux bonnet de laine élimé qui servait de récipient pour les pièces. Élise Moreau avait 10 ans, mais sa voix portait les blessures et la tendresse de bien des vies. Elle chantait avec l'âme, les yeux fermés, comme si chaque note pouvait réchauffer le monde. Les passants ralentissaient, certains s'arrêtaient, pris par surprise. Ils s'attendaient à un simple spectacle de rue, mais ce qu'ils entendaient était autre chose, une douleur ancienne, mise en musique par une enfant au regard lumineux. Mal habillée, vêtue d'un manteau trop grand et troué, Élise n'avait rien d'une artiste de salon. Ses souliers usés laissaient entrevoir des chaussettes trouées, et pourtant, malgré la précarité qui transparaissait dans chaque couture de ses vêtements, elle chantait avec une dignité bouleversante. Elle ne demandait pas la pitié, seulement l'écoute. Chaque pièce reçue n'était pas un don, mais une reconnaissance. À quelques pas, dans une ruelle attenante, un abri de fortune cachait un matelas effondré, des couvertures humides, et, couchée sous plusieurs couches de tissu, une femme à la respiration sifflante, Claire, la mère d'Élise, luttant contre une pneumonie sévère. Élise chantait pour acheter les médicaments que l'hôpital public n'offrait pas toujours, pour ramener un peu de soupe chaude du centre caritatif, pour retarder la fièvre qui ne cessait de monter. Les pharmacies connaissaient déjà cette petite silhouette, qui comptait ses centimes avec sérieux, demandant poliment un sirop ou quelques cachets. Les jours de chance, elle rentrait avec un petit sac en papier. Les jours mauvais, elle rentrait les mains vides et le cœur lourd. La rue n'avait jamais été une amie, mais elle était devenue une scène. Et la musique, sa seule manière de résister. Chaque matin, Élise retrouvait le même trottoir, à la même heure. Elle n'avait pas de micro, ni de haut-parleur, seulement sa voix et la réverbération naturelle entre les murs de pierre. Elle répétait souvent les mêmes chansons, une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise, un air triste entendu à la radio d'un café, ou parfois des paroles qu'elle inventait, simples mais puissantes. La musique lui servait de refuge. Elle y cachait ses peurs, ses colères, mais aussi ses rêves, car oui, malgré tout, Élise rêvait. Elle rêvait d'un vrai toit, d'un lit chaud, de livres, d'école, et surtout d'un jour où sa mère se relèverait, sourirait et lui dirait que tout allait bien. Un matin plus gris que les autres, la pluie menaçait de tomber. Le vent emportait les feuilles et les odeurs de café chaud. Élise ajusta son bonnet et se plaça à son endroit habituel. Elle lança sa chanson avec la même intensité, ignorant les frissons qui lui parcourèrent l'échine. Le trottoir était moins fréquenté, les passants plus pressés. Pourtant, elle continua. Ce jour-là, sa voix semblait plus grave encore que d'habitude. Elle ne savait pas que ce matin allait tout changer. Elle ne savait pas que dans la foule, quelqu'un allait l'entendre autrement. Alors qu'elle entamait la dernière strophe, une note tremblante s'échappa de sa gorge, pleine de fatigue. Elle inspira profondément et laissa monter un aigu si pur que même les pigeons semblèrent s'arrêter un instant. Une pièce roula jusqu'à ses pieds, puis une autre. Un homme s'arrêta, mais elle ne le vit pas. Pour elle, seuls comptaient les yeux fermés de sa mère, les jours qui passaient sans amélioration, les nuits trop longues. Elle termina la chanson d'un souffle et baissa les yeux. Les pièces étaient peu nombreuses, mais elle se pencha, les ramassa avec soin et murmura un merci presque inaudible. Elle jeta un regard vers la rue adjacente, se demandant si elle devait rentrer ou tenter une autre chanson. Elle opta pour la seconde option, une chanson qu'elle n'avait jamais osé chanter en public. Une que sa mère lui avait interdite car elle était trop personnelle, trop intime. Mais ce jour-là, Élise ressentit le besoin de l'offrir au monde. Elle se redressa, inspira profondément et laissa sortir les premiers mots. Cette fois, sa voix ne tremblait pas. Elle vibrait. Les mots parlaient d'une étoile qui veillait sur une enfant perdue, d'un monde qui fermait les yeux et d'un espoir qui refusait de mourir. C'était une prière, une supplique, un cri contenu dans une mélodie. Et tandis qu'elle chantait, un homme au regard sombre, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, franchit les portes de l'hôtel derrière elle.
Il s'arrêta net, figé. Les sons semblaient se diluer autour de lui. Son souffle se coupa. Ses pupilles se dilatèrent. Ce qu'il entendait ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Ce n'était pas seulement la voix, ni les paroles. C'était quelque chose d'indéfinissable, une impression de déjà-vu, un choc émotionnel. Son cœur accéléra sans raison. Il resta là, incapable d'avancer. Dans cette voix, il crut entendre un écho venu du passé, un passé qu'il s'efforçait d'oublier. Il observa la silhouette frêle de l'enfant, la manière dont elle levait les yeux vers le ciel, comme si elle chantait pour quelqu'un de l'autre côté du monde. Il ne savait pas encore pourquoi, mais une certitude s'imposa à lui. Il devait la revoir. Antoine Dumas franchit les portes vitrées de l'hôtel Marceau, son attaché-case dans la main gauche, le téléphone à l'oreille droite, absorbé dans une discussion tendue avec un partenaire financier basé à Tokyo. La réunion prévue dans moins d'1 heure nécessitait une signature décisive. Il ne pouvait pas se permettre de distraction. Le temps était pour lui une donnée calculée, optimisée, compartimentée. Mais ce matin-là, au moment même où il descendit les marches de l'entrée, une voix fendit l'air, le figeant. Il ne sut pas exactement pourquoi il s'arrêta. Ce fut instinctif, comme si son corps avait réagi avant que son cerveau comprenne. La voix qui s'élevait du trottoir lui transperça quelque chose qu'il croyait éteint. Il coupa la communication, ignorant les protestations à l'autre bout du fil, et tourna lentement la tête en direction de la source du chant. Là, devant les grilles noires de l'hôtel, une petite fille aux cheveux emmêlés et aux joues rougies par le froid chantait avec une intensité qui contrastait brutalement avec la rudesse du trottoir. Antoine sentit un frisson remonter le long de son dos. Ce n'était pas simplement la beauté du chant, il y avait quelque chose dans la voix de cet enfant qui résonnait étrangement avec une mémoire profonde. Il s'avança de quelques pas, comme tiré par une force invisible, et observa la fillette. Elle ne le regardait pas. Son regard était perdu quelque part au-delà des immeubles, concentré dans ses paroles, habité par chaque note. Et dans ce visage tendu par l'effort, Antoine crut voir une image fuyante, familière. Une illusion peut-être, née du choc auditif. Mais non. Plus il regardait, plus son cœur battait fort. Les traits fins, les yeux légèrement écartés, la manière de plier la bouche sur certaines voyelles. Il revoyait Camille, sa fille, morte 2 ans auparavant dans un accident de voiture absurde, brutal, qui avait pulvérisé le sens de ses jours. Il avait passé des mois enfermé, incapable de travailler, incapable de penser. La seule chose qu'il avait gardée d'elle, c'était une courte vidéo où elle chantait dans la cuisine, un torchon autour du cou, improvisant un micro avec une cuillère en bois. Cette vidéo, il ne l'avait jamais pu effacer. Et voilà que cette voix, cet enfant, le ramenait violemment à cette image. Antoine cligna des yeux, essayant de rationaliser. Il s'était simplement laissé submerger par une émotion passagère. Ce n'était qu'une ressemblance. Rien de plus. Il s'obligea à détourner le regard, à reprendre le contrôle. Pourtant, ses pieds refusaient d'avancer. La chanson se termina. Les quelques personnes autour laissèrent tomber des pièces dans le bonnet. Elle inclina légèrement la tête, en guise de remerciement discret, puis s'accroupit pour ranger son maigre butin. Elle leva les yeux vers lui, juste un instant, et ce fut suffisant. Antoine se sentit percuté de plein fouet. Ce regard, il l'avait vu dans ses cauchemars. Il l'avait vu chaque nuit pendant les mois suivant l'enterrement. Un mélange de fatigue, d'innocence et de résignation. Comme si la vie, déjà, lui avait appris à ne rien attendre. Il voulut parler, s'approcher, poser une main sur son épaule, dire quelque chose. Mais il resta immobile. L'enfant baissa de nouveau les yeux, se redressa et tourna les talons vers une ruelle latérale, disparaissant rapidement entre 2 bâtiments. Antoine resta là, figé. Des secondes passèrent, puis des minutes. Le froid s'insinua dans ses os, mais il ne bougea pas. Un concierge de l'hôtel s'approcha timidement pour lui proposer un parapluie. La pluie commençait à tomber, mais il ne répondit pas. Finalement, il fit demi-tour, rentra dans le hall et monta directement à sa chambre, ignorant les appels répétés de son assistante sur son portable. Il s'assit au bord du lit, en silence. Il n'avait pas de mots pour ce qu'il venait de ressentir. Ni logique, ni raison. Juste une certitude lancinante. Cet enfant, il devait la revoir. Le reste de la journée fut un enchaînement d'automatismes. Il assista à la réunion sans vraiment écouter.
signa les documents sans lire. Il parlait peu, répondait par monosyllabes. Personne n'osa commenter son humeur. Il était connu pour ses silences glacés. À la pause déjeuner, il s'enferma dans son bureau au dernier étage de la tour Dumas-Tech, face à la Seine. Il regarda les bateaux-mouches sans les voir. Camille lui manquait avec une violence qu'il croyait avoir domptée. Et cette fillette. Cette voix, il devait comprendre. Le soir venu, il retourna dans le 8e arrondissement. Il resta 1 heure devant l'hôtel, scrutant chaque visage. Elle ne vint pas. Il fit le tour des rues voisines. Rien. Il entra dans un café, commanda un chocolat chaud qu'il ne but pas. Le serveur le regarda avec curiosité. Antoine ne parlait pas, il attendait. Lorsqu'il comprit qu'elle ne viendrait pas ce soir-là, il rentra chez lui, le cœur serré. Mais il était décidé. Demain, il reviendrait. Et le lendemain aussi, s'il le fallait. Il avait besoin de voir cet enfant encore une fois. Ce n'était pas un caprice, c'était une urgence qu'il ne s'expliquait pas. Le matin suivant, à 7 heures précises, il se posta de nouveau devant l'hôtel. Il portait un manteau sombre, les mains dans les poches, feignant de lire un journal. Les minutes passèrent. Puis, au loin, il la vit. La petite silhouette avançait avec prudence, tenant dans ses bras une boîte en carton qu'elle posa délicatement contre le mur. Elle s'installa, sortit son bonnet et commença à chanter. La même voix, la même émotion. Antoine sentit son cœur se contracter. Il s'approcha lentement, gardant une certaine distance. Il ne voulait pas l'effrayer. Il resta là, immobile, écoutant. Lorsqu'elle eut fini, il fit un pas en avant. Elle leva les yeux, surprise. Il sourit légèrement, hésitant. Mais elle se leva d'un bond, attrapa sa boîte et son bonnet et s'enfuit à toutes jambes. Antoine resta là, stupéfait, le bras encore tendu. Il l'avait effrayée. Elle l'avait pris pour un danger. Il se sentit brutalement maladroit, impuissant. Il ne voulait pas l'effrayer. Il voulait juste comprendre, aider peut-être, ou se racheter, sans savoir de quoi. Ce soir-là, il revint avec une sacoche remplie de nourriture. Pain, fromage, fruits. Il déposa le tout à l'endroit même où elle s'installait, puis se retira de l'autre côté de la rue, observant discrètement. Elle arriva 1 heure plus tard, méfiante, regarda autour d'elle. Elle ouvrit le sac, lut le petit mot simple « Pour toi, si tu le veux ». Elle hésita longuement, puis prit un morceau de pomme, l'observa, le goûta. Il vit un mince sourire se dessiner. Il ne fit aucun geste, ne traversa pas. Il la regarda simplement manger, puis s'en alla. Le lendemain, il reviendrait encore. Au matin du 3e jour, Antoine Dumas arriva dans le 8e arrondissement bien avant que le soleil ne perce les nuages parisiens. La ville s'étirait lentement hors de son sommeil, mais lui ne dormait plus depuis plusieurs nuits. Quelque chose s'était rompu en lui depuis qu'il avait entendu cette voix. Il ne s'agissait pas simplement d'une coïncidence, ni d'un caprice passager nourri par la nostalgie. C'était une blessure ancienne que l'enfant avait, sans le vouloir, brutalement rouverte. Camille. Ce prénom revenait sans cesse dans ses pensées, s'incrustait dans le moindre silence, flottait dans l'air comme un parfum oublié. Antoine avait tout fait pour enterrer le souvenir de sa fille. Après l'accident, il avait tenté de se réfugier dans le travail, dans des chiffres, dans des stratégies, dans des rendez-vous minutés, espérant que la rigueur du monde des affaires l'aiderait à reconstruire une existence. Mais rien n'y avait fait. La douleur restait intacte, immobile, silencieuse. Elle n'explosait pas, elle consumait. L'image de Camille dans sa robe à fleurs, les bras levés pour attraper les bulles de savon dans le jardin, s'imposait à lui sans prévenir. Et chaque fois que cette image surgissait, elle le brisait un peu plus. Ce matin-là, alors qu'il aperçut Élise s'installer à son endroit habituel, il sentit son cœur accélérer. Elle portait le même manteau trop grand, le même bonnet tricoté à la main, et disposait son bonnet au sol avec le même soin méthodique. Son regard était concentré, sérieux, presque adulte. Lorsqu'elle commença à chanter, il se sentit traversé par une émotion brutale. Il ne s'approcha pas. Il resta en retrait de l'autre côté de la rue, sous l'auvent d'un café encore fermé. Il voulait l'observer sans l'intimider, essayer de comprendre pourquoi cette petite fille l'avait atteint si profondément. Ce n'était pas seulement la voix, ni le visage. C'était cette manière de se tenir droite malgré le froid, de regarder le vide sans ciller, comme si elle affrontait chaque note avec une force farouche. Cela rappelait à Antoine une leçon qu'il avait donnée à Camille, lorsqu'elle avait 5 ans. Quand tu chantes, chante avec tout ce que tu es,
même si tu as peur. Il se souvint de la façon dont Camille avait répété cette phrase, en riant, avant de s'élancer sur la scène de son école pour une représentation devant les parents. Elle chantait faux ce jour-là, mais elle chantait avec le cœur. Cette sincérité, il la retrouvait aujourd'hui, des années plus tard, dans la voix d'une inconnue. Antoine se surprit à se demander ce que l'enfant faisait là, seul, à chanter dans la rue. Où était sa famille? Qui la laissait ainsi exposée au froid, à la misère, au regard parfois cruel des passants? Il pensa au risque, au danger, à l'injustice. Il pensa aussi à l'absurdité de son propre monde, où l'on dépensait des millions pour des campagnes publicitaires, tandis que des enfants de 10 ans chantaient pour survivre. Une colère sourde monta en lui. Pas contre Élise, mais contre le monde. Contre lui-même, peut-être, car il faisait partie de ce monde. Lorsque la chanson s'acheva, Élise ramassa quelques pièces, regarda autour d'elle et s'apprêta à partir. Antoine ne bougea pas. Il la regarda disparaître au coin de la rue, emportant avec elle ce chant qui résonnait encore dans ses oreilles. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de respirer profondément. Il rentra à pied jusqu'à son bureau, à plus de 3 kilomètres de là, ignorant les taxis, les messages de son assistante, les appels urgents. Il marcha lentement, la tête pleine de souvenirs, les poches pleines d'un silence qu'il ne savait plus gérer. La journée fut longue. Les dossiers s'accumulaient sur son bureau, mais il n'en ouvrit aucun. Il se contenta de regarder par la fenêtre, les mains croisées sous son menton. À plusieurs reprises, il faillit envoyer quelqu'un pour enquêter sur l'enfant pour en apprendre plus. Il en avait les moyens. Une simple consigne suffirait pour que son équipe lui livre un rapport détaillé. Mais il n'en fit rien. Il voulait que cela reste humain, simple. Il voulait la revoir, lui parler, l'écouter. Sans médiateur, sans protocole. Le soir venu, il retourna à l'hôtel Marceau. Cette fois, il attendit dans sa voiture, garée un peu plus loin. Il la vit arriver épuisée, portant un petit sac en plastique qui semblait contenir un médicament. Elle ne chanta pas ce soir-là. Elle s'assit contre le mur, dos aux passants, et resta immobile pendant de longues minutes. Il vit qu'elle tremblait. Et ce qu'il fit ensuite, il le fit sans réfléchir. Il sortit de la voiture, marcha jusqu'à une boulangerie ouverte encore quelques instants, acheta une soupe chaude, des sandwichs, une brioche, et revint vers elle. Il déposa le sac doucement à quelques pas sans dire un mot. Puis il s'éloigna et observa. Elle leva les yeux, surprise. Elle scruta les alentours, méfiante. Puis elle s'approcha, ouvrit le sac, découvrit les aliments, hésita. Elle regarda encore, vit qu'il ne restait personne. Elle saisit la soupe, l'ouvrit, en but une gorgée. Et soudain, une expression étrange traversa son visage, un mélange de soulagement et de méfiance. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle continua de manger, vite, comme si chaque seconde comptait. Antoine, caché à distance, sentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais vu un enfant manger avec cette urgence. Ce soir-là, de retour chez lui, il fit une chose qu'il n'avait pas faite depuis 2 ans. Il alla chercher une boîte rangée au fond d'une armoire. Dedans, les affaires de Camille. Il ressortit la fameuse vidéo. La voix de sa fille remplit la pièce. Il ferma les yeux. Puis, sans savoir pourquoi, il murmura « Je suis désolé ». Il ne savait pas à qui il s'adressait. À Camille, à lui-même, à cette petite fille dans la rue qui n'avait rien demandé, mais qui réveillait en lui tout ce qu'il croyait avoir enterré. Il ne savait pas. Il savait juste une chose. Il devait retourner là-bas demain. Et cette fois, il parlerait. Le lendemain, Paris s'éveillait sous une fine bruine qui humidifiait les trottoirs et faisait luire les pierres du vieux quartier comme si elles transpiraient la fatigue de la ville. Antoine Dumas, fidèle à sa décision, arriva avant l'aube. Il n'était plus question d'observer à distance, de deviner, d'attendre des coïncidences. Il voulait parler à Élise, lui dire qu'il n'était pas un danger, qu'il ne cherchait rien d'autre que de comprendre ce qu'elle vivait. Il voulait percer ce mur invisible entre eux, fait de silence, de peur et de non-dit. Mais ce mur n'allait pas céder facilement. Élise arriva 1 heure plus tard, trempée, tenant entre ses bras un sac de plastique noué, comme s'il contenait quelque chose de précieux. Elle installa son bonnet, jeta un coup d'œil rapide aux environs, puis s'assit. Elle ne chanta pas tout de suite. Elle semblait fatiguée, le regard plus terne que les jours précédents. Antoine s'approcha doucement, tenant dans sa main une autre sacoche, contenant un thermos de chocolat chaud, un croissant frais et un petit imperméable d'enfant. Il fit attention à ses gestes,
à ne pas paraître brusque. Lorsqu'il fut à quelques mètres, il s'agenouilla lentement, posa la sacoche devant elle et resta silencieux. Élise le regarda, figée, comme une biche surprise au milieu d'un sentier. Son regard alternait entre le visage d'Antoine et le sac. Elle ne toucha à rien. Il attendit quelques secondes, puis tenta une phrase. « Bonjour, tu peux prendre ça si tu veux. C'est pour toi. » Sa voix était calme, presque douce, bien loin du ton autoritaire qu'il utilisait en conseil d'administration. Mais l'effet fut immédiat. Élise recula d'un pas, attrapa son sac plastique et son bonnet et partit en courant, laissant la sacoche au sol. Antoine se redressa lentement, le cœur lourd. Il n'avait rien dit de menaçant. Il n'avait pas levé la main ni élevé la voix. Mais elle s'était enfuie comme si sa vie en dépendait. Il comprit alors que ce n'était pas lui en tant qu'homme qu'elle fuyait. C'était ce qu'il représentait. L'imprévisible, l'inconnu, l'adulte potentiellement dangereux. Cette réaction n'était pas un caprice, mais le fruit d'une vie trop rude. Il resta là un moment sous la pluie fine, observant les passants qui continuaient leur chemin sans remarquer le sac au sol. Puis il le ramassa, traversa la rue et le déposa dans un recoin abrité près d'un muret. Le lendemain, il fit de même. Il ne tenta plus de l'approcher. Il se contentait de déposer la sacoche avec de la nourriture, des vêtements propres parfois ou des produits d'hygiène. Jamais d'argent. Il craignait que cela déclenche plus de peur qu'autre chose. Il la voyait de loin, la suivre du regard. Elle restait à distance. Un jour, elle prit la sacoche. Un autre jour, elle la laissa là. Mais elle ne fuyait plus en courant. Pendant ce temps, dans un centre médical public situé à 10 minutes à pied de là, Claire Moreau, la mère d'Élise, luttait chaque jour contre une pneumonie qui ne cédait pas. Elle refusait l'hospitalisation complète car elle ne voulait pas être séparée de sa fille. Son état s'était stabilisé, mais restait fragile. Elle prenait les médicaments qu'Élise ramenait quand elle en ramenait. Le reste du temps, elle restait couchée sur le vieux matelas de leur abri improvisé, dans un sous-sol désaffecté d'un immeuble abandonné. Leur vie tenait à des fils si fins qu'un seul jour de pluie suffisait pour tout faire basculer. Claire savait que sa fille chantait dans la rue. Elle l'avait supplié de ne pas le faire, mais elle n'avait plus la force de la retenir. Et surtout, elle savait qu'Élise chantait non pas pour l'argent, mais parce qu'elle ne voyait pas d'autre issue. Chaque note était un acte de survie. Claire se détestait de laisser sa fille ainsi exposée, mais les aides sociales ne suffisaient pas. Les associations étaient débordées, et elle avait trop de fierté pour mendier. Quand Élise revint un soir avec une sacoche pleine de nourriture et un manteau presque neuf, Claire fronça les sourcils. « Qui t'a donné ça ?» demanda-t-elle d'une voix cassée. Élise hésita, puis répondit « C'est un monsieur. Il ne parle presque pas. Il laisse ça là où je chante. » Claire voulut se lever. Une douleur vive la força à s'asseoir. Elle secoua la tête, inquiète. « Il faut faire attention, Élise. On ne sait jamais ce que les gens attendent en retour. » La petite baissa les yeux. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait rien senti de mauvais chez cet homme. Il ne parlait jamais, ne posait pas de questions, ne tentait pas de la retenir. Il la regardait juste, avec un mélange étrange de tristesse et de douceur. Mais Claire resta ferme. « Ne prends plus rien. Je préfère qu'on ait faim plutôt que de devoir quelque chose à quelqu'un. » Élise obéit. Les jours suivants, elle laissa les sacs là, sans les toucher. Antoine remarqua. Il continua à les déposer, mais y glissa un mot un soir. Ce n'était pas un message intrusif, ni une tentative de persuasion. Juste quelques mots griffonnés au stylo. « Pour Camille, ma lumière. Je t'entends encore chanter dans mes silences. » Ce n'était pas adressé à Élise, c'était pour lui-même. Un murmure sur papier. Et pourtant, le lendemain, lorsqu'Élise ouvrit la sacoche et trouva le mot, elle le lut plusieurs fois. Qui était Camille? Était-ce la fille de cet homme? Était-elle morte? Était-ce pour cela qu'il restait là, chaque jour, à l'écouter? Ce n'était pas de la pitié. Il n'y avait pas de tristesse facile dans son regard. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien. Un chagrin contenu, discret, mais présent dans chaque geste. Ce soir-là, Élise parla de nouveau à sa mère. Elle lui raconta le mot, la constance de l'homme, sa discrétion. Claire resta silencieuse un moment, puis dit simplement « Tu peux lui dire merci, mais reste prudente, toujours. » Le lendemain, Élise attendit qu'il s'approche. Quand il déposa la sacoche et tourna les talons, elle murmura « Monsieur ?» Antoine s'arrêta, se retourna lentement.
Elle tenait le petit mot dans sa main. « C'était qui, Camille ?» Il mit un moment à répondre. Puis, d'une voix calme, il dit « Ma fille, elle chantait aussi. » Un silence s'installa. Élise hésita, puis dit « Moi, je chante pour ma maman. Elle est malade. » Antoine hocha lentement la tête. Il ne répondit rien. Mais dans ce bref échange, un lien s'était tissé. Fragile, ténu, mais réel. Le matin était lourd et couvert, chargé d'une humidité qui collait aux vêtements. Les passants marchaient vite, les yeux baissés, comme pour fuir la grisaille ambiante. Mais au coin habituel de la rue, près du portail noir du grand hôtel, une silhouette familière était de retour. Élise, plus silencieuse que les autres jours, ne chantait pas tout de suite. Elle avait le bonnet entre les mains, mais ne le posait pas encore sur le sol. Elle attendait quelque chose. Antoine, installé un peu plus loin, près de la vitrine d'un café, l'observait avec attention. Depuis leur court échange la veille, quelque chose avait changé. L'atmosphère n'était plus tout à fait la même. La méfiance n'avait pas disparu, mais elle n'était plus dominante. Il y avait maintenant une forme de curiosité dans le regard de la fillette, une disposition nouvelle, même si timide, à le laisser exister à proximité. Il s'approcha lentement, sans sac cette fois. Il avait simplement dans la main une enveloppe, un papier plié plusieurs fois, jauni par les années et abîmé par les relectures. Quand il fut à quelques pas, il tendit le papier à Élise sans un mot. Elle le prit, l'observa sans comprendre, puis d'un mouvement lent, elle le déplia. Les premières lignes étaient écrites à la main, d'une écriture hésitante, presque enfantine. C'était une lettre adressée à Camille. Élise lut en silence. Les phrases parlaient d'absence, de souvenirs, de la cuisine qui ne sentait plus pareil, des dimanches vides, des matins où il fallait se forcer à respirer. Les mots n'étaient ni poétiques ni recherchés. Ils étaient des crus, simples, sincères. Un père qui écrivait à une fille qu'il ne reverrait jamais. À la fin, une phrase attira l'attention d'Élise. « Je continue d'écouter, Camille. Si un jour tu reviens par une chanson, je te reconnaîtrai. » Elle leva les yeux vers Antoine qui fixait le sol, visiblement mal à l'aise d'avoir exposé cette intimité. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix plus assurée que les fois précédentes, Élise dit « Ma mère tousse beaucoup, elle ne dort presque pas. J'ai peur qu'elle parte. » Les derniers mots furent presque inaudibles. Antoine releva lentement la tête. Il vit dans ses yeux une panique que les enfants ne devraient jamais porter. « Elle est tout ?» demanda-t-il, posément. Élise hésita, puis murmura « Elle est dans un bâtiment abandonné, pas loin. Elle ne veut pas aller à l'hôpital. Elle dit qu'on ne peut pas payer. » Antoine sentit une rage sourde l'envahir. Pas contre Claire, ni contre Élise, mais contre la situation, contre un monde qui permettait qu'une enfant vive dans de telles conditions, alors qu'à quelques mètres de là, des suites luxueuses restaient vides la plupart du temps. Il pensa à son bureau, à ses tableaux financiers, à ses employés bien habillés, à ses réunions où l'on parlait de stratégie, de marché, d'innovation, et jamais de gens. Ce jour-là, Élise accepta pour la première fois de le guider. Il la suivit à travers quelques ruelles, passant sous des balcons rouillés, longeant des murs couverts de graffitis. Ils arrivèrent devant une porte métallique déformée, à peine fermée. À l'intérieur, l'odeur d'humidité et de renfermé était forte. Au fond d'une pièce sombre, à peine éclairée par une fenêtre cassée, Claire était couchée, recroquevillée sous deux couvertures fines. Elle tremblait, la peau pâle, les lèvres gercées. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. Claire ouvrit les yeux, surprise. Elle tenta de se redresser, mais sa respiration laborieuse la cloua au matelas. Elle reconnut immédiatement l'homme. Il n'était pas un inconnu. C'était celui qu'Élise lui avait décrit. Elle voulut parler, mais il l'interrompit calmement. « Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Mais votre fille m'a parlé. Elle a besoin de vous. Et vous avez besoin de soins. Je peux aider. » Claire secoua la tête faiblement. Elle murmurait que ce n'était pas une question d'orgueil, mais de survie digne. Elle disait ne pas vouloir de charité. Antoine écouta sans interrompre, puis il dit simplement « Ce n'est pas de la charité, c'est une réparation. Peut-être que ça ne changera rien pour vous, mais pour moi ça compte. » Il sortit un téléphone, passa un appel bref. 1 heure plus tard, un médecin de confiance arriva, discret, sans uniforme, comme un visiteur ordinaire. Il examina Claire sur place. Son état était préoccupant, mais pas encore irréversible. Il recommanda un traitement immédiat
Une hospitalisation courte, contrôlée. Claire accepta à contre-cœur. Antoine organisa tout. Ambulance discrète, admission sous un nom fictif pour éviter les procédures compliquées. Élise resta avec lui pendant que sa mère était transférée. Dans l'après-midi, il l'emmena manger quelque chose de chaud. Elle choisit une soupe et du pain. Ils s'assirent à une table d'un petit bistrot peu fréquenté. Antoine parlait peu. Il écoutait. Élise raconta des bribes de son quotidien. Comment elles avaient dû quitter leur logement il y a 1 an, après que sa mère eut perdu son travail. Comment elles avaient été de refuge en refuge avant de finir dans ce bâtiment déserté. Elle parlait sans chercher à provoquer la pitié. C'était un récit presque mécanique, comme si elle avait dû le raconter à plusieurs reprises, à des assistantes sociales, à des bénévoles, à des personnes qui ne pouvaient rien faire. Antoine, de son côté, ne posa pas de questions indiscrètes. Il ne chercha pas à savoir où était le père, ni ce qui s'était exactement passé. Il se contentait de l'écouter, de noter mentalement ce qu'il pourrait faire pour aider, sans l'écraser, sans la détourner de ce qu'elle était. Le soir venu, il la ramena près de l'hôpital. Claire était en soins, stabilisée, prise en charge. Avant de partir, Élise le regarda et demanda « Pourquoi tu fais tout ça ?» Antoine hésita, puis dit « Parce que j'aurais voulu qu'on aide ma fille, et parce que tu m'as rappelé qu'il y avait encore des choses qui comptent. » Le lendemain, Élise retourna à son coin de trottoir. Elle chanta, mais cette fois, quelque chose avait changé dans sa voix. Moins de désespoir, plus de force, moins de douleur brute, plus de lumière contenue. Les passants s'arrêtaient encore, mais ce n'était plus seulement une enfant chantant pour survivre. C'était une voix qui racontait quelque chose de vrai, de lourd, de vécu. Une voix que personne n'oublierait. Le lendemain matin, le ciel parisien conservait cette couleur grise, entre nuages et lumière, typique des jours incertains. Dans son bureau vitré dominant la scène, Antoine Dumas fixait un écran allumé mais inactif. Les emails s'accumulaient, les graphiques de vente défilaient, les notifications d'agenda vibraient, mais rien n'accrochait réellement son attention. Depuis plusieurs jours, son monde avait changé de centre de gravité. Les chiffres avaient reculé, les contrats n'étaient plus la priorité. Ce qui occupait ses pensées désormais, c'était Élise, Claire, et ce petit coin de trottoir devenu un théâtre d'humanité brute, sans décor, sans artifice. La nuit précédente, Antoine avait longuement réfléchi à une manière de les aider, sans imposer, sans heurter. L'hospitalisation de Claire avait stabilisé une urgence, mais tout restait fragile. Il savait qu'une fois sortis, mère et fille seraient de nouveau confrontées à la rue, à l'incertitude quotidienne, aux nuits glacées, aux jours sans fin. Il voulait proposer quelque chose de durable, mais il savait aussi que le moindre geste pouvait être interprété comme une intrusion. Il fallait trouver un équilibre délicat entre générosité et respect, entre initiative et prudence. C'est dans ce contexte qu'il convoqua un comité interne de sa fondation, une branche relativement discrète de Dumas Tech, créée des années plus tôt pour des actions éducatives et culturelles. Il exposa l'idée simplement, organiser une campagne de sensibilisation à la précarité infantile en France, en collaboration avec des artistes, des écoles et des ONG. Le but n'était pas de faire de l'image pour la société, mais de produire un impact réel, structuré. Et au centre de cette campagne, il voulait intégrer une voix, une histoire vraie, celle d'Élise. Les membres du comité furent d'abord surpris, puis convaincus par la sincérité d'Antoine. Ils acceptèrent de lancer le projet. Restaient les 2 questions les plus difficiles, en parler à Élise et surtout, convaincre Claire. Le soir même, il retrouva Élise devant le même autel. Elle chantait à nouveau, mais avec une posture différente, moins repliée, plus droite, plus présente. Lorsque leur regard se croisa, elle esquissa un léger signe de tête. À la fin de sa chanson, il s'approcha et lui demanda s'il pouvait parler ailleurs. Elle accepta sans hésitation. Ils marchèrent quelques rues jusqu'à un square désert. Là, sur un banc en bois, il lui exposa l'idée. Il expliqua calmement que sa société organisait un événement caritatif, une grande action de solidarité, et qu'il aimerait qu'elle y participe en tant que chanteuse invitée, mais aussi comme porte-parole de son histoire. Il précisa qu'elle serait rémunérée, légalement comme toute intervenante, que sa participation serait encadrée par une équipe de confiance et que cela pourrait changer leur quotidien, à elle et à sa mère. Il parla d'un cachet suffisant pour couvrir un logement, des soins et même une scolarisation.
Il ne demanda rien en retour. Il se contenta de présenter une opportunité. Élise resta silencieuse un moment. Puis, avec un regard mi-inquiet, mi-curieux, elle demanda « Tu crois que les gens écouteront ?» Antoine répondit sans détour « Ils écouteront ta voix comme je l'ai écoutée, et ils comprendront. » Elle promit d'en parler à Claire. Le lendemain, dans la chambre d'hôpital, Claire écouta attentivement le récit de sa fille. Elle fronça les sourcils, croisa les bras et resta un long moment sans rien dire. Antoine arriva quelques minutes plus tard, invité par Élise. Il entra discrètement, retira son manteau et salua la mère d'un signe respectueux. Claire le regarda avec une distance méfiante. Sa voix était faible mais ferme. « Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Mais je ne veux pas que ma fille devienne un spectacle. Elle n'est pas une mascotte pour vos événements. » Antoine ne se défendit pas immédiatement. Il attendit que Claire poursuive. Elle expliqua qu'elle avait vu trop d'enfants utilisés comme image triste pour attirer des dons, trop de récits détournés pour flatter des mécènes. Elle avait connu cette violence subtile, cette manière de transformer la misère en vitrine pour des causes qu'on abandonnait après les caméras éteintes. Alors seulement, Antoine parla. Il expliqua que ce projet ne serait pas une exposition, mais une collaboration, que l'idée venait d'Élise, qu'elle déciderait des chansons, qu'aucune image ne serait diffusée sans leur accord. Il précisa que le contrat serait clair, signé, vérifié par un avocat indépendant s'il le fallait, qu'aucun détail ne serait exploité sans leur consentement total. Claire l'écouta, les traits serrés. Elle n'avait pas peur pour elle, mais pour sa fille. Elle savait combien les promesses pouvaient être belles en apparence et toxiques en profondeur. Elle ne voulait pas voir Élise manipulée, projetée dans un monde qui n'était pas le sien. Finalement, elle posa une question simple. « Pourquoi elle ? Pourquoi vous accrochez-vous à elle ?» Antoine hésita, puis répondit « Parce qu'elle m'a fait entendre quelque chose que j'avais oublié, parce qu'elle m'a ramené à ma fille, mais aussi parce qu'elle mérite d'avoir un avenir, pas demain, maintenant. » Claire se tut, puis regarda Élise. Elle comprit que sa fille voulait essayer. Elle vit dans ses yeux non pas de l'excitation, mais une volonté lucide. Ce n'était pas un rêve d'enfant, c'était une décision, une tentative de se tenir droite, de prendre une place. Après un long silence, elle céda. « D'accord, mais si une seule chose nous met mal à l'aise, on arrête. » Antoine acquiesça. Il savait qu'il venait de franchir une barrière essentielle. Les jours suivants furent rythmés par des répétitions discrètes dans une salle prêtée par la Fondation, des essais de chansons, des enregistrements pour tester les micros, des ajustements d'éclairage. Élise se montra concentrée, sérieuse, déterminée. Elle ne souriait pas souvent, mais sa voix gagnait en force à chaque session. Claire assistait à tout. Elle observait, parfois en silence, parfois en corrigeant un détail. Elle ne lâchait rien, mais elle commençait à comprendre que peut-être cette fois, l'occasion était réelle. Antoine restait en retrait. Il se contentait d'organiser, de coordonner, de veiller à ce que rien ne déborde. Il refusa toutes les propositions de la presse venues aux nouvelles. Il voulait que la première apparition d'Élise soit à ses conditions. Il ne voulait pas d'un conte misérabiliste, mais d'une prestation vraie, digne, humaine. Ce soir-là, dans une lettre qu'il n'envoya jamais, Antoine écrivit une phrase « Elle ne remplace rien, mais elle répare quelque chose. » Et cette chose, il savait désormais que ce n'était pas lui qu'elle réparait. C'était le lien qu'il croyait avoir perdu avec la réalité. Les jours précédents avaient été intenses. Entre les réunions internes, les ajustements de la production, les répétitions, le rythme imposé par la Fondation, tout semblait aller à 100 à l'heure. Pourtant, chaque matin, Élise continuait de se rendre sur le trottoir, chanter, déposer et prendre les petites sacoches, comme si ce rituel restait nécessaire à son équilibre. La proposition d'Antoine n'avait pas encore été rendue publique. Seuls quelques membres de l'équipe de la Fondation connaissaient l'histoire. L'objectif était de préserver l'intimité d'Élise et de Claire, de ne pas précipiter les choses, de laisser grandir doucement ce qui avait été semé dans la douleur. L'attention principale du moment n'était pas la peur d'un échec, mais celle d'une blessure encore plus profonde, briser la confiance naissante. Un après-midi, le bureau de la Fondation reçut un courriel d'un grand producteur musical contacté par un média local, demandant à rencontrer la jeune chanteuse mystérieuse dont on parlait déjà dans les milieux associatifs. Un nom avait circulé, sans que l'on sache vraiment qui. Antoine vit ce message comme une menace et une opportunité à la fois.
Il convoqua immédiatement les principaux responsables artistiques et techniques. Il décida de rencontrer ce producteur, mais à ses conditions. Pas d'exposition sans accord, pas d'images spectaculaires, pas de récit qui humilierait, pas d'événements médiatiques improvisés. Il proposa un entretien sobre, réservé, pour qu'on le présente d'abord à Élise et Claire, comme une offre à examiner, et non un piège. Le jour de cette rencontre, Élise sembla plus nerveuse que jamais. Elle arriva au local de la Fondation, où se déroulerait l'entretien. Elle portait une robe simple. Elle n'avait pas l'allure d'une enfant star, mais d'une fille normale venue chanter, et rien de plus. Claire était à ses côtés, silencieuse, les traits tirés, mais semblant prête à défendre sa fille. Antoine les accompagna en retrait, leur ouvrant la porte. Le producteur les attendait dans une pièce sobre, quelques guitares, des micros, des amplis, rien de clinquant. Il se présenta, parla de la scène musicale, des radios, des concours, des chaînes de télévision. Il exposa ce qu'il pourrait offrir à une chanteuse émergente. Enregistrement d'un single, diffusion, tournée. Il ne proposa pas immédiatement un album. Il voulait observer d'abord la voix, la présence, l'authenticité. Il demanda à entendre Élise chanter. Elle se leva. Le silence tomba. Le producteur fit signe que l'acoustique serait adaptée, que seuls quelques micros légers seraient utilisés. Elle commença à chanter. Sa voix claqua dans la salle, claire et sans artifice. Les respirations suspendues. Le producteur écouta sans interrompre. Lorsqu'elle s'arrêta, il resta immobile. Puis il dit simplement « Merci, je veux travailler avec toi ». Il ajouta qu'il voulait produire un enregistrement pour radio, placer la chanson dans un documentaire solidaire, une tournée régionale dans les écoles, un concert caritatif à Paris. Il précisa qu'il laisserait libre choix à Claire d'accompagner les décisions, qu'aucune image de la précarité ne serait imposée. Il proposa un contrat simple, transparent, avec clause sur la protection de l'image. Il offrit d'abord un single plutôt qu'un album pour tester l'accueil. Il demanda si elle acceptait. Élise trembla. Elle regarda sa mère qui hocha la tête presque imperceptiblement. Elle tourna le regard vers Antoine, qui leur sourit avec douceur. Elle dit finalement « Oui ». Ce mot résonna dans la pièce. Le producteur se leva, tendit la main et dit « Bienvenue ». Le sentiment d'anticipation devint lourd d'émotion. Les jours suivants furent consacrés à l'enregistrement du single dans un petit studio discret. Équipe réduite, lumière tamisée, instruments simples, guitare acoustique, piano, violon léger. Aucun gadget, aucun artifice inutile. Le texte fut choisi par Élise elle-même, avec l'aide de son professeur de musique de la Fondation. Il parlait de douleur, de lutte, mais aussi de résistance, de voix qui ne se taisent pas. L'enregistrement dura plusieurs séances. Claire assista à la dernière. Elle resta muette, les yeux rivés sur sa fille, impressionnée par la concentration et la douceur qu'elle manifestait. Elle vit en elle non plus une enfant précaire, mais une jeune artiste qui apprenait à exister. La première diffusion du single fut prévue pour une station de radio locale, suivie d'une publication discrète sur les plateformes de musique. Antoine décida de ne pas annoncer de titre sensationnel ni de battage médiatique immédiat. Il voulait que la voix parle d'elle-même, sans excès. La veille de la diffusion, la tension monta. Élise fut invitée à un petit concert test dans une salle associative, devant une centaine de personnes, membres d'associations, amis, quelques journalistes locaux, mais sans publicité massive. Elle monta sur scène, le cœur battant, devant un micro simple, sans projecteur. Elle chanta. La salle se tut, et quand elle termina, un silence vibrant s'installa, suivi d'applaudissements timides, vrais. Plusieurs adultes se sont levés pour la féliciter. Certains avaient les larmes aux yeux. Elle sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Elle sentit que la voix avait passé le seuil de l'intime pour rejoindre l'universel. Après le concert, elle se tenait dans les coulisses, essuyant discrètement ses yeux. Sa mère la rejoignit, posa une main sur son épaule et dit « Tu l'as fait ». Élise hocha la tête, la gorge serrée. Antoine entra, les yeux brillants, et dit simplement « Merci d'avoir osé ». Les trois restèrent un moment dans ce silence plein, chargé de reconnaissance. Le lendemain matin, dans le silence gris, la diffusion du single commença. Dans le studio de la Fondation, on écouta en boucle la radio. La voix d'Élise sortait d'un haut-parleur, se répandait dans les rues de Paris, toujours muette, attentive. On vérifia les premiers retours sur les plateformes.
Les écoutes augmentaient, des commentaires apparaissaient, voix bouleversantes, dignes d'un grand artiste. L'histoire derrière la chanson m'a touché. Mais aucun journal n'avait encore mentionné les détails. Antoine veillait à ce que la confidentialité soit préservée tant qu'Élise et Claire ne seraient pas prêtes. Ce jour-là, lorsque la voix d'Élise traversa les ondes pour les auditeurs de Paris, quelque chose se fissura dans le cœur d'Antoine. Ce n'était plus seulement son entreprise qui avait une fondation, ce n'était plus seulement la fille qui chantait pour vivre, c'était une rencontre qui avait redéfini 3 vies. Et tandis que la chanson circulait, se répandait, était écoutée dans des appartements, des bus, des cafés, Élise comprit qu'elle n'était plus seulement une chanteuse de trottoir. Elle était devenue un message ambulant. Elle qui avait chanté pour que l'on la voie, découvrait que l'on l'entendait, que l'on l'écoutait vraiment. Le calendrier marquait la date de l'événement principal, le concert caritatif organisé par la Fondation Dumas, prévu dans une salle de spectacle prestigieuse du centre de Paris. Les semaines précédentes avaient été consacrées à la préparation, à la coordination avec les associations partenaires, aux répétitions techniques et à la médiatisation progressive mais encadrée de l'histoire d'Élise. Un clip avait été discrètement tourné dans une salle de répétition, sans mise en scène excessive, diffusé sur les réseaux de la Fondation avec un court message, une voix, une histoire, un espoir. Il avait reçu des milliers de partages en quelques jours. Le nom d'Élise commençait à circuler. Des messages arrivaient de toute la France, des témoignages d'autres jeunes en situation précaire, des éducateurs, des professeurs, des familles touchées par son parcours. Claire suivait tout cela avec une prudence constante. Si elle était fière de sa fille, elle ne relâchait jamais sa vigilance. Elle lisait chaque contrat, vérifiait chaque intervention. Elle voulait s'assurer que rien ne déraperait, que l'image de sa fille ne serait pas déformée ni instrumentalisée. Antoine respectait cette exigence. Il ne prenait aucune décision sans consulter Claire et Élise. Il avait imposé à son équipe une ligne claire. Dignité, vérité, discrétion. Rien de spectaculaire. L'événement à venir devait être à l'image d'Élise. Sincère, direct, émouvant sans misérabilisme. Le jour du concert, tout semblait prêt. La scène avait été testée, le son vérifié, les lumières ajustées. La loge d'Élise était simple mais confortable. Un petit miroir, une chaise, quelques bouteilles d'eau, une robe qu'elle avait choisie elle-même. Elle n'avait pas voulu de styliste, ni de coiffure imposée. Elle voulait rester fidèle à elle-même, chanter comme elle avait toujours chanté, sans travestissement. L'auditorium était plein. 300 personnes invitées, parmi lesquelles des représentants d'ONG, des enseignants, des mécènes et quelques journalistes triés sur le volet. La tension dans les coulisses était palpable, mais contrôlée. Antoine arpentait les couloirs avec une nervosité inhabituelle. Ce n'était pas l'événement qui l'inquiétait, mais ce qu'il représentait. Il savait que pour Élise, monter sur scène signifiait exposer non seulement sa voix, mais son histoire. Il savait aussi que Claire avait fait un immense effort en acceptant cela. Il voulait que tout se passe bien, qu'aucune erreur ne vienne tout gâcher. Et c'est à cet instant, à moins d'1 heure du début du concert, que le message arriva. Une infirmière de l'hôpital où Claire avait été suivie l'appelait en urgence. Claire avait fait un malaise dans l'après-midi. On l'avait transportée en soins intensifs. Son état était critique. Antoine reçut l'appel en plein briefing. Il gela. Il ne savait pas comment l'annoncer à Élise. Il demanda immédiatement qu'on prépare une voiture. Il prévint l'équipe qu'il devait s'absenter. En route vers l'hôpital, il appelait déjà les médecins qu'il connaissait, cherchant à savoir exactement ce qui s'était passé. Il n'avait jamais senti une telle panique. Ce n'était pas une urgence professionnelle. C'était une urgence humaine. Il pensait à Élise, à son visage si concentré quelques minutes auparavant, à la force qu'elle avait accumulée pour monter sur scène. Il ne savait pas comment lui annoncer que sa mère, sa seule famille, luttait entre la vie et la mort pendant qu'elle chantait pour elle. Arrivé à l'hôpital, il fut dirigé vers l'unité de soins intensifs. Claire avait été placée sous surveillance étroite. Elle souffrait d'une complication pulmonaire grave, aggravée par la fatigue et l'anxiété. Antoine expliqua rapidement à l'équipe médicale l'importance de la situation. Il demanda, sans hésitation, qu'on fasse venir les meilleurs spécialistes disponibles. Il accepta de payer tous les frais. Il ne pensait pas à l'argent, il pensait à Élise, à ce que cette nouvelle allait provoquer.
Il revint en urgence à la salle de concert. Élise était dans les coulisses, prête, son micro attaché, concentrée mais nerveuse. Lorsqu'il entra, elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, d'une voix sèche, instinctive. Antoine s'approcha, s'agenouilla devant elle et dit doucement « Ta mère a eu un malaise, elle est à l'hôpital, elle est entre de bonnes mains. » Elle se figea. Puis, sans un mot, elle enleva le micro de sa robe, retira l'oreillette et se leva. Elle voulait partir immédiatement. Antoine tenta de la retenir, de lui dire qu'il l'accompagnerait, que tout était déjà organisé. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle traversa les coulisses en courant. Antoine la suivit, demanda à son chauffeur de les attendre à la sortie. Tout fut précipité. L'équipe technique prise de court annula l'ouverture du spectacle. Les invités furent informés qu'un contretemps médical obligeait à reporter la représentation. Aucune autre information ne fut donnée. Antoine voulait préserver la confidentialité. Il savait que si l'histoire sortait, elle serait immédiatement exploitée. À l'hôpital, Élise retrouva sa mère intubée, inconsciente, entourée de machines. Elle resta de longues minutes, sans bouger, debout près du lit. Antoine l'observait à distance, les bras croisés, impuissant. Il ne savait pas quoi dire. Il savait seulement qu'il devait rester là, pour elle, pour Claire. Il passa la nuit à l'hôpital, dormant à peine sur un siège inconfortable, refusant de rentrer chez lui. Le lendemain matin, la presse s'empara de l'affaire. Quelques journalistes présents au concert avaient reconnu Antoine. Ils publièrent des articles spéculant sur la relation entre le PDG de Dumas Tech et une jeune fille mineure, présentée comme protégée par la Fondation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les titres parlaient de favoritisme, de manipulation, d'opérations de communication. Antoine, malgré la fatigue, convoqua une réunion d'urgence avec son équipe juridique et la direction de la Fondation. Il ordonna de bloquer toute déclaration publique. Pas de communiqué, pas d'interview, rien. Il voulait que la vérité parle d'elle-même, quand Élise serait prête, pas avant. Durant 3 jours, l'état de Claire resta instable. Élise ne la quittait pas. Antoine, de son côté, organisa discrètement une protection médiatique autour d'elle. Il obtint une interdiction temporaire de diffusion de leur image, grâce à une décision judiciaire rapide. Aucun journaliste ne put les approcher. Dans l'ombre, ils veillaient. Le 4e jour, Claire montra des signes d'amélioration. Les médecins décidèrent de retirer l'assistance respiratoire. Lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit sa fille, elle murmura un simple « Tu n'as pas chanté ». Élise répondit, les larmes aux yeux « J'ai préféré rester ». Et à cet instant, ni l'événement annulé, ni les articles, ni les spéculations n'avaient plus la moindre importance. Les jours suivants furent démarqués par une atmosphère tendue, mais calme à l'hôpital. Claire, malgré sa faiblesse, reprenait doucement des forces. Les médecins étaient optimistes, tout en soulignant la nécessité d'un suivi rigoureux et d'un repos absolu. Élise ne quittait presque jamais la chambre. Elle passait ses journées à lire à sa mère, à lui raconter des souvenirs d'enfance, ou simplement à rester en silence, la main posée sur la sienne. Les visites étaient limitées, mais Antoine, avec discrétion, obtenait une autorisation pour venir chaque jour quelques instants, toujours respectueux, toujours en retrait. Pour Antoine, ces moments éveillaient des souvenirs profondément enfouis. La blancheur des draps, le bip régulier des machines, l'odeur d'antiseptique, tout lui rappelait les derniers jours de Camille à l'hôpital après l'accident. À l'époque, il n'avait pas su comment gérer. Il avait fui dans les obligations, s'était réfugié dans le silence. Aujourd'hui, avec Claire et Élise, il tentait une autre posture, la présence. Une présence sans attente, sans rôle imposé. Il ne venait pas en tant que bienfaiteur ou PDG. Il venait en tant qu'homme touché, transformé malgré lui. Un après-midi, alors qu'il attendait dans le couloir pendant que Claire se reposait, Antoine croisa une ancienne infirmière de son entreprise qui, par hasard, travaillait désormais dans cet hôpital. Ils échangèrent quelques mots, anodins d'abord, puis plus personnels. Lorsqu'elle apprit qu'il rendait visite à Claire Moreau, elle haussa les sourcils. Elle se souvenait de ce nom. Elle avait travaillé avec elle il y a plusieurs années, dans les locaux de Dumas Tech. Claire faisait partie du personnel de nettoyage, employée par une entreprise sous-traitante. Une femme discrète, polie, efficace. Elle avait été licenciée lors d'une vaste opération de réduction des coûts décidée par la direction. Antoine ne dit rien immédiatement, mais un frisson le parcourut.
De retour à son bureau ce soir-là, il demanda à son assistant de fouiller dans les anciens dossiers de ressources humaines, ceux des partenaires extérieurs de l'époque. Le lendemain, les documents arrivèrent. Il retrouva le nom de Claire Moreau dans une liste d'employés licenciés il y avait environ 6 ans, suite à la réorganisation des services internes. À l'époque, Antoine avait signé les ordres de résiliation par dizaines. Il n'avait jamais rencontré ces personnes. Il ne connaissait pas leur visage. Les décisions étaient froides, calculées en fonction des budgets, des ratios. Pour lui, Claire Moreau était un nom parmi d'autres. Aujourd'hui, il réalisait que derrière ce nom se cachait une femme qui avait perdu son emploi, puis sa stabilité, et qui avait fini par vivre dans la rue avec sa fille. Il sentit un poids immense tomber sur ses épaules. Ce n'était pas une faute intentionnelle, mais une responsabilité indéniable. Il s'assit, regarda par la fenêtre les toits de Paris et prit conscience de la portée de ses décisions passées. Ce n'était pas seulement une suite d'actions logiques dans une entreprise, c'étaient des vies transformées, brisées parfois, par des choix qu'il avait crus neutres. Il comprit que ce qu'il vivait avec Élise n'était pas une simple coïncidence, mais peut-être une forme de confrontation à ce qu'il avait évité de voir trop longtemps. Le lendemain, il demanda à parler à Claire en privé. Elle accepta, à condition qu'Élise ne soit pas présente. Dans la chambre, elle était assise, un peu plus forte, les yeux clairs malgré la fatigue. Antoine s'assit près du lit et, sans détour, lui raconta ce qu'il avait découvert. Il lui parla de la liste, de la réorganisation, de la façon dont son nom était apparu dans un tableau Excel qu'il n'avait jamais questionné. Il lui dit qu'il ne s'agissait pas d'une justification, mais d'un aveu, qu'il voulait reconnaître que même sans intention, il avait participé à une chaîne de décisions qui avait contribué à sa chute. Claire l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut fini, elle resta silencieuse. Puis elle dit simplement « Je m'en doutais ». Elle raconta qu'elle avait toujours su que la restructuration venait d'en haut, que les responsables locaux avaient les mains liées. Elle n'avait jamais su qu'Antoine lui-même avait signé le document, mais au fond, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que chacun faisait après. « Vous avez peut-être signé mon départ, dit-elle, mais vous avez aussi sauvé ma fille. Alors je ne vous dois rien, mais je ne vous en veux pas. » Ces mots frappèrent Antoine avec plus de force que la colère ne l'aurait fait. Il resta un moment sans parler. Puis il dit « Je ne veux pas réparer. Ce n'est pas possible, mais je veux faire mieux. » Claire hocha la tête. Ce n'était pas une promesse vide, c'était une prise de conscience. De retour chez lui ce soir-là, Antoine retrouva un carnet dans lequel Camille écrivait parfois des pensées. À la dernière page, une phrase griffonnée à la hâte l'attendait. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qu'on devient après lui. » Il sentit un pincement au cœur. Il avait longtemps cru qu'il avait tout perdu. Mais aujourd'hui, il voyait une perspective différente, celle de pouvoir transformer les conséquences, d'agir autrement. Pendant ce temps, Élise continuait de chanter, mais avec un nouveau regard sur le monde. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle devenait une actrice de son propre récit. Elle comprenait peu à peu les mécanismes qui avaient conduit sa mère à la rue, les choix invisibles des puissants, les systèmes indifférents. Elle comprenait aussi que certains pouvaient changer si on leur en laissait la chance. Un matin, elle demanda à Antoine « Tu crois qu'on peut raconter ça dans une chanson ?» Il répondit, après un court silence, « Il faut, parce que ce n'est pas seulement ton histoire, c'est celle de beaucoup trop de gens qu'on ne regarde jamais. » Et ainsi naquit l'idée d'un nouveau projet. Non pas une simple suite de concerts, mais une campagne de sensibilisation à grande échelle, racontée non pas par des experts, mais par ceux qui vivaient la précarité au quotidien. Élise en serait la voix principale. Claire participerait à l'écriture. Antoine mettrait la structure à disposition. Ce ne serait pas un acte de charité, mais une alliance, une tentative de réparer, non pas le passé, mais l'indifférence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le report brutal du concert. Dans l'intervalle, Claire avait progressivement repris des forces, suivant scrupuleusement les recommandations médicales. Élise ne quittait plus l'école de musique de la Fondation, où elle répétait avec une rigueur impressionnante, encadrée par des professeurs bénévoles. Antoine avait organisé chaque détail avec un soin presque maniaque, conscient qu'il n'aurait pas droit à une seconde erreur. L'événement avait été reprogrammé dans la même salle, mais cette fois l'approche était radicalement différente. Pas de caméras autorisées, pas de médias invités, seulement les membres de la Fondation, les proches,
les responsables d'associations et une poignée d'anciens camarades de rue d'Élise. L'objectif n'était pas de faire le spectacle du siècle, mais de donner à cette jeune fille l'occasion de chanter dans les conditions qu'elle méritait. Le jour venu, Élise arriva en silence, les yeux posés au sol. Claire l'accompagnait, marchant à pas lents mais assurés. Antoine les accueillit à l'entrée du théâtre, leur laissant l'espace nécessaire, se contentant d'un hochement de tête complice. Les coulisses étaient silencieuses, à peine troublées par les bruits discrets des techniciens. L'équipe artistique, cette fois, avait opté pour une scénographie épurée, un piano, une chaise haute, un micro fixe. Rien d'autre. Pas de décor. Pas de lumière criarde. Juste une scène nue et une voix. Peu avant l'entrée en salle, Antoine prit place au fond, seul, dans un coin d'ombre. Il refusa l'invitation à s'asseoir parmi les organisateurs. Il voulait écouter, mais surtout, il voulait disparaître. Ce n'était pas son moment. C'était celui d'Élise. Les lumières s'éteignirent lentement. Un silence presque solennel s'imposa. Puis, dans la pénombre, la silhouette fine d'Élise s'avança, vêtue d'une robe sobre bleu marine, sans paillettes, sans artifice. Elle s'assit sur la chaise, régla le micro, inspira et ferma les yeux. Ce qui suivit fut une suspension du temps. Sa voix s'éleva, claire, posée, sans tremblement. Elle ne chantait pas pour impressionner, ni pour séduire. Elle chantait pour dire. Chaque mot était pesé, chaque note chargée de vécu. La chanson parlait d'un abri trop étroit, d'un hiver trop long, d'une mer qui tousse et d'un trottoir qui devient maison. Mais elle ne se plaignait pas. Elle racontait. Elle exposait, sans haine, sans pathos. Puis, sans transition, la chanson évoluait, s'élevait. Elle parlait d'une rencontre inattendue, d'un regard qui ne jugeait pas, d'une main tendue sans condition. La voix montait, gagnait en intensité. Les accords de piano suivaient, soutenant la montée comme une vague qui refuse de s'écraser. La salle était muette. Certains spectateurs pleuraient sans bruit. D'autres fermaient les yeux pour mieux recevoir ce qu'ils entendaient. À la dernière note, Élise resta immobile. Le silence qui suivit fut encore plus lourd que la musique. Puis, lentement, une première personne applaudit, puis une autre, puis toute la salle. Mais il ne s'agissait pas d'un tonnerre triomphant. C'était un hommage, une reconnaissance. La certitude d'avoir été témoin de quelque chose de vrai. Élise se leva, salua brièvement et sortit sans attendre d'acclamation. Dans les coulisses, elle retrouva Claire, qui l'attendait debout, les bras croisés. Elle n'avait pas pleuré, mais ses yeux disaient tout. Antoine les rejoignit quelques minutes plus tard. Il ne dit rien. Il posa simplement la main sur l'épaule d'Élise, qui le regarda en silence, puis hocha doucement la tête. Aucune parole ne fut échangée. Tout avait été dit dans la chanson. Ce soir-là, une vidéo du concert, filmée en secret par un bénévole avec son téléphone, fut partagée sur les réseaux sociaux. Elle ne montrait pas le visage d'Élise. Elle captait seulement sa voix, l'ombre de sa silhouette, le texte projeté derrière elle. En quelques heures, la vidéo devint virale, non parce qu'elle était techniquement parfaite, mais parce qu'elle touchait quelque chose de brut. Les commentaires affluaient. Des parents, des enseignants, des anciens enfants de la rue, des artistes. Tous parlèrent de la sincérité, de l'émotion, de la nécessité d'entendre cette voix. La presse, prise de court, tenta de récupérer l'histoire. Mais Antoine réagit immédiatement. Il publia une lettre ouverte sur le site de la Fondation, rédigée par Claire elle-même, dans laquelle elle expliquait qu'Élise ne donnerait aucune interview, ne signerait aucun contrat commercial et qu'elle continuerait ses études comme toutes les enfants de son âge. Elle remerciait les soutiens reçus, mais demandait que l'on respecte leur intimité. La Fondation annonça ensuite la création d'un fonds d'aide dédié aux jeunes talents issus de milieux précaires, inspiré par l'histoire d'Élise, mais destiné à en révéler d'autres. Malgré cela, l'impact du concert dépassa ce que tous avaient imaginé. Des invitations arrivèrent de partout, écoles, mairies, festivals. Toutes furent refusées dans l'immédiat. Élise continua ses cours, apprit le solfège, le piano, travailla sa voix avec rigueur. Elle comprenait maintenant qu'elle n'était plus seulement une enfant chantant pour survivre. Elle devenait une voix que d'autres suivaient, et cela l'engageait. Antoine, de son côté, reprit ses fonctions à la tête de l'entreprise avec une posture nouvelle. Il ne parlait plus de capital humain comme avant. Il exigeait des bilans d'impact humain pour chaque projet de restructuration. Il revoyait les contrats de sous-traitance. Il imposait des clauses sociales à ses partenaires.
Certains actionnaires se montrèrent critiques. Il les affronta sans hésiter. Il savait ce qu'il faisait. Il ne cherchait plus la croissance à tout prix. Il cherchait la cohérence. Dans un entretien à huis clos, il confia à un membre de la fondation « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un homme puissant. Je veux qu'on dise que j'ai appris. » Et c'est exactement ce que pensait Élise, le jour où elle le vit, assise seule dans la salle de répétition, écoutant une autre jeune voix émerger. Elle s'approcha, posa la main sur son épaule et dit « Tu entends? C'est comme ça que ça commence. » Antoine sourit. Il reconnaissait ce timbre, pas la voix elle-même, mais ce qu'elle portait, la même volonté, la même vérité. Et il sut, sans l'ombre d'un doute, que le monde qu'il avait contribué à façonner pouvait être réinventé. Une voix à la fois. Le printemps s'installait lentement sur Paris. Les arbres bordant les quais retrouvèrent leur feuillage, les cafés déployaient leurs terrasses, et la ville semblait, elle aussi, respirer à nouveau. Pour Élise, les jours avaient pris une nouvelle cadence. Elle allait désormais à l'école chaque matin, une petite école privée financée par la Fondation où elle suivait les cours avec un sérieux désarmant. Loin des projecteurs, elle construisait un quotidien rythmé par des horaires fixes, des repas réguliers, des devoirs et les répétitions musicales qu'elle continuait à la Fondation dans un cadre désormais structuré et protégé. Son nom n'était plus au centre de l'attention et cela lui convenait parfaitement. Claire, quant à elle, poursuivait sa convalescence tout en commençant une activité modeste au sein même de la Fondation, dans un rôle d'accueil et de coordination pour les familles nouvellement arrivées. C'était une manière pour elle de rester active, de se sentir utile, mais surtout de garder le contrôle sur ce nouvel environnement. Elle refusait catégoriquement qu'on la traite comme une bénéficiaire passive. Elle participait, décidait, organisait. Elle tenait à montrer que sa voix comptait aussi, que son rôle ne se limitait pas à celui de la mère de la petite chanteuse. Antoine observait ce nouvel équilibre avec une certaine pudeur. Il continuait de croiser Élise et Claire régulièrement lors des réunions de la Fondation ou lors des séances de répétition, mais il gardait toujours une distance respectueuse. La nature de leur lien s'était transformée. Il n'était ni un mentor officiel, ni un père de substitution. Il était là simplement un point d'ancrage discret, une présence constante mais sans domination. Sa relation avec Élise s'était affinée. Ils se parlaient peu, mais leurs échanges étaient marqués par une forme de confiance silencieuse, presque complice. Un dimanche matin, alors que le soleil perçait les nuages pour la première fois depuis plusieurs jours, Claire proposa une sortie au parc des Buttes-Chaumont. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie sans agenda, sans contrainte. Elles apportèrent quelques sandwichs, un vieux plaid, un petit haut-parleur pour écouter de la musique. Élise avait proposé d'inviter Antoine. Claire avait hésité, puis accepté. Non parce qu'elle en ressentait le besoin, mais parce qu'elle comprenait que quelque chose d'essentiel s'était construit entre eux, même sans mots. Antoine arriva avec un panier sous le bras, maladroitement rempli de jus de fruits, de biscuits et d'un roman qu'il voulait offrir à Élise. Il ne savait pas vraiment comment se comporter dans ce type de moment. Il était plus à l'aise dans les salles de conférence que sur une pelouse, mais ce jour-là, il fit l'effort sincère d'être simplement présent. Ils s'installèrent à l'ombre d'un arbre, entre les cris d'enfants, les rires des passants et les aboiements lointains de chiens en promenade. La conversation était simple. Claire parlait du programme d'accueil de la Fondation, des familles en attente, de la nécessité d'une meilleure logistique. Antoine écoutait, prenait des notes mentales. Élise, allongée sur le plaid, écoutait distraitement, les yeux mi-clos, bercée par le bruit des feuilles. À un moment, elle se leva, prit le haut-parleur et lança une chanson qu'elle avait récemment découverte. Elle se leva, tendit la main à Claire, qui refusa d'abord en riant, puis céda. Elles dansèrent quelques secondes, maladroitement. Puis Élise tendit la main à Antoine. Il hésita, puis se leva. Ils ne dansèrent pas vraiment. Ils tournèrent simplement sur place, riant du ridicule de la situation. C'était léger, sans importance, et pourtant profondément marquant. C'était un moment que personne ne filmerait, que personne ne publierait. Juste eux, dans l'herbe, loin du passé, loin du bruit, vivant quelque chose de rare, une paix simple, sans dette, sans justification. Quand ils se rassirent, Élise regarda Antoine puis posa sa main sur la sienne.
Elle le fixa sans sourire, avec sérieux, et dit « Tu sais, je n'ai jamais eu de père. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais avec toi, je me sens en sécurité. Pas comme avec un père, mais comme avec quelqu'un qui ne partira pas sans prévenir. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il regarda les feuilles au-dessus d'eux, le ciel, entre les branches, puis revint vers elle. « Moi, j'ai perdu ma fille. Je sais ce que ça fait. Et parfois, quand je suis avec toi, je ne ressens pas moins la douleur, mais je me souviens de ce que c'est d'avoir un lien vrai, pas une illusion, pas un remplacement, juste quelque chose de nouveau. » Claire, qui les écoutait sans intervenir, essuya discrètement un coin de son œil, pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle comprenait enfin ce que représentait cette rencontre. Ce n'était pas une adoption, ni une réparation, c'était une résonance. Quelque chose qui avait grandi entre eux à travers les épreuves, sans avoir été programmé. À la fin de la journée, alors qu'ils pliaient le plaid et rangeaient les restes du pique-nique, Élise s'éloigna quelques instants. Elle se dirigea vers un petit kiosque en bois au centre du parc. Elle sortit une feuille de son sac, écrite à la main, la fixa sur le tableau d'affichage. Antoine, intrigué, alla voir après son départ. Il lut le papier. Il n'y avait pas de nom, juste ces mots. Parfois, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais on reçoit ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. Antoine relut cette phrase 2 fois. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait que c'était d'elle. Et dans ce parc, sous le ciel redevenu bleu, il comprit que ce jour n'était pas une fin ni un point culminant. C'était un ancrage. Le moment précis où 3 existences, autrefois éclatées, avaient trouvé un axe commun. Pas un modèle, pas une famille au sens classique, mais un espace sûr. Un territoire fait de confiance, de respect et de présence. Quelque chose qu'aucune tragédie passée ne pourrait effacer. Les mois suivants s'écoulèrent avec une régularité nouvelle. La vie d'Élise et Claire, autrefois instable, égrenée de nuits froides et de matins incertains, avait trouvé un certain ordre. Elles habitaient désormais un petit appartement, modeste mais chaleureux, situé à quelques rues du siège de la Fondation. L'immeuble n'avait rien de luxueux, mais il offrait ce que des années de précarité leur avaient refusé. Une porte qui se ferme, de l'eau chaude, un lit pour chacune, et surtout, la sensation de chez soi. Claire s'y était installée avec prudence, comme si la stabilité pouvait encore n'être qu'un mirage. Mais Élise, elle, s'était immédiatement adaptée. Elle avait posé des photos sur les murs, accroché des dessins, installé ses cahiers sur une étagère. Elle ne voulait plus vivre dans l'attente d'un effondrement. Elle voulait construire. Claire poursuivait son travail à la Fondation. Elle était devenue un repère pour les nouveaux arrivants, une voix écoutée lors des réunions internes. Son regard, toujours attentif, détectait rapidement les besoins réels au-delà des apparences. Elle refusait les discours formatés, les stratégies pleines de bons sentiments, mais vides d'efficacité. Elle exigeait des résultats concrets, une écoute sincère. Et Antoine, fidèle à son engagement, lui avait donné cette liberté. Il assistait à ses réunions, prenait note de ses remarques, rectifiait ce qui devait l'être. Il n'était plus le dirigeant distant d'autrefois. Il était devenu un acteur engagé, présent, lucide sur ses responsabilités. Élise, de son côté, continuait ses études dans un rythme régulier, partagé entre l'école, les cours de musique et les projets de la Fondation. Elle avait fait le choix de ne pas poursuivre une carrière immédiate dans la musique. Plusieurs propositions étaient arrivées. Des maisons de disques, des émissions de télévision, des invitations à des concours. Toutes avaient été poliment déclinées. Ce n'était ni par peur ni par modestie feinte. C'était un choix réfléchi. Elle ne voulait pas que sa voix devienne un produit, ni que son histoire serve de tremplin à des intérêts extérieurs. Elle voulait grandir, apprendre, et surtout décider par elle-même quand et comment elle chanterait. Le lien avec Antoine s'était renforcé. Il n'y avait pas de gestes ostentatoires, ni de déclarations publiques. Mais dans les détails du quotidien, la complicité s'exprimait. Ils se retrouvaient parfois pour une promenade, une discussion sur un banc, une lecture partagée. Ils n'avaient jamais cherché à nommer ce lien. Ce n'était ni familial, ni professionnel, ni amical au sens traditionnel. C'était autre chose. Une présence réciproque, constante, équilibrée. Claire avait accepté cette relation sans la surveiller. Elle avait compris qu'il n'y avait pas d'intention cachée, ni de besoin de possession. Il n'y avait que des êtres cabossés par la vie qui avaient appris à se reconnaître. Le monde extérieur, cependant, n'avait pas complètement oublié l'histoire d'Élise. Des articles continuaient de paraître, parfois bienveillants, parfois intrusifs.
Certains médias cherchaient à raviver le récit, à en faire une saga, à capitaliser sur l'émotion. Antoine, anticipant ces tentatives, avait mis en place une protection stricte. Aucune image d'Élise ne pouvait être utilisée sans autorisation. Aucun contrat ne pouvait être signé sans l'accord de Claire. Il avait même engagé une juriste spécialisée pour encadrer l'usage de son image et de sa voix. Ce n'était pas par paranoïa, mais par respect. Il voulait que l'histoire d'Élise lui appartienne, qu'elle puisse plus tard la raconter selon ses propres termes. L'été arriva, et avec lui, un climat de légèreté inattendu. La Fondation organisa une série d'ateliers artistiques pour les enfants et adolescents en situation difficile. Élise y participa, non pas comme vedette, mais comme intervenante discrète. Elle animait des séances de chant, aidait les plus jeunes à poser leur voix, à structurer un texte, à oser se tenir devant les autres. Elle ne parlait jamais de son passé. Elle écoutait surtout. Elle encourageait. Et dans les regards de ses enfants, elle retrouvait quelque chose d'elle-même. Cette peur de ne pas être entendue, cette rage de devoir toujours justifier leur place. Un jour, à la fin d'un atelier, un garçon de 11 ans, timide, à peine audible, lui demanda « Et toi, pourquoi tu chantes ?» Élise réfléchit un instant, puis répondit « Je chantais pour survivre. Maintenant, je chante pour qu'on n'oublie pas ceux qui ne peuvent pas encore parler. » Cette phrase fut rapportée plus tard par un éducateur qui en fit le titre d'un petit article dans une revue spécialisée. Rien de viral, juste une trace écrite d'un moment sincère. Dans l'appartement, un tableau accroché au mur attirait l'attention. C'était une photographie en noir et blanc d'Élise sur scène, prise lors du concert caritatif, mais cadrée de manière à ce que son visage ne soit pas visible. Seule sa silhouette se découpait dans la lumière. En dessous, Claire avait écrit au feutre noir « Elle n'a pas été sauvée. Elle s'est relevée. » Cette formule résumait l'essentiel. Il ne s'agissait pas d'une histoire de sauvetage, mais d'une trajectoire reconstruite à force de courage, d'alliances sincères et de choix assumés. Antoine, régulièrement sollicité pour parler de la transformation de sa fondation, refusait systématiquement les invitations. Il déléguait à Claire ou à d'autres membres. Il savait que ce n'était pas son récit à mettre en avant. Il n'était pas le héros. Il n'était même pas le personnage principal. Il était un témoin, un catalyseur peut-être, mais surtout un homme en réapprentissage. Sa fortune, sa fonction, ses décisions passées n'étaient plus pour lui que des éléments d'un contexte. Ce qui comptait désormais, c'était la manière dont il utilisait ce pouvoir pour réparer, sans dominer. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois réunis autour d'un dîner simple, Élise demanda à Claire « Tu crois qu'un jour, tout ça paraîtra loin ?» Claire, après un silence, répondit « Non, et c'est mieux ainsi. Les blessures ne disparaissent pas. Elles nous rappellent ce qu'on vaut. » Antoine, assis en face, acquiesça lentement. Il savait, lui aussi, que certaines douleurs ne s'effacent jamais, mais elles pouvaient se transformer. De cicatrices honteuses, elles devenaient des marques de parcours, non pas des souvenirs à fuir, mais des preuves d'endurance. Dans cette cuisine modeste, sous une lumière douce, avec les bruits lointains de la rue, 3 personnes partageaient un repas comme tant d'autres. Mais pour eux, chaque instant de banalité avait la densité d'une victoire. Rien n'était extraordinaire. Et pourtant, tout l'était. Les années passèrent sans fracas. Les épreuves de la rue, les incertitudes médicales, les angoisses du lendemain s'étaient transformées en souvenirs d'un passé que l'on n'oublie pas, mais que l'on apprivoise. Élise avait grandi. Elle n'était plus la petite fille qui chantait dans le froid pour acheter des médicaments. Elle était devenue une jeune femme déterminée, rigoureuse, habitée par une douceur ferme, forgée par les expériences précoces et les rencontres décisives. Elle avait poursuivi ses études, validé ses diplômes, perfectionné sa technique vocale et développé un regard critique sur le monde, tout en gardant intacte cette humanité brute qui avait touché tant de gens. Claire, elle aussi, avait évolué. Sa santé s'était stabilisée, même si certaines séquelles restaient sensibles. Elle avait pris la direction du pôle social de la Fondation, formé des équipes, structuré des projets. Elle ne parlait que rarement de ce qu'elle avait vécu, mais chaque décision qu'elle prenait portait la trace invisible de son histoire. Elle n'était pas une théoricienne de la précarité, mais une survivante devenue actrice. Ses discours, sobres, étaient souvent cités par les partenaires de la Fondation. Et dans chaque famille accompagnée, elle repérait vite ce qui devait être dit, ce qui devait être tu et ce qui devait être fait.
Antoine avait quitté ses fonctions exécutives 2 ans auparavant. Il était resté président symbolique de la fondation, mais vivait désormais dans une maison en bordure de la ville, entre bois et silence. Il continuait d'écrire, de conseiller, de lire beaucoup. Il n'avait jamais tenté d'adopter Élise, ni même de revendiquer un quelconque lien parental. Il savait que ce qu'ils avaient partagé dépassait les cadres officiels. Ce n'était ni une famille, ni un rôle. C'était une constance, une fidélité sans promesse, une présence. Élise allait le voir régulièrement. Claire aussi. Parfois, il ne disait pas grand-chose. Il restait assis, buvait un thé, écoutait le vent dans les arbres. Il n'y avait plus de besoin de se prouver quoi que ce soit. Puis un jour d'octobre, Élise annonça qu'elle allait enregistrer son premier album. Pas un projet imposé, ni un contrat pressant. Un choix. Elle avait écrit les textes avec d'autres jeunes passés par la Fondation, travaillé les arrangements avec d'anciens enseignants, financé l'enregistrement grâce à une campagne soutenue par des donateurs anonymes. Elle voulait que ce soit un projet collectif, que chaque chanson soit un récit, une trace, un fragment de vérité. Le lancement de l'album fut organisé dans une salle modeste mais emblématique, un ancien théâtre réhabilité par des associations. Aucun média national n'était invité. Seuls les proches, les familles des participants, les anciens compagnons de rue, les éducateurs, les bénévoles et quelques partenaires de confiance. Antoine était assis au fond, comme toujours, Claire au premier rang. Élise entra sur scène sans effet d'annonce. Elle s'avança vers le micro dans un silence dense, puis sans introduction, elle chanta. Les morceaux s'enchaînaient comme des chapitres. Des chansons parlées, des mélodies simples, portées par une voix qui avait gagné en profondeur, en nuances, mais gardait cette sincérité coupante. Certaines chansons évoquaient la peur, d'autres la colère, d'autres encore la tendresse volée, puis retrouvée. Chaque texte était un miroir tendu à ceux qui avaient connu l'exclusion, à ceux qui avaient cru que leur voix n'intéressait personne. À la fin du concert, Élise annonça qu'une des chansons était dédiée à 2 personnes. Elle ne les nomma pas. Mais tout le monde comprit. La chanson commença par une ligne chantée, presque à voix basse. « Je chantais pour survivre, mais c'est en étant entendu que j'ai commencé à vivre. » Ce n'était pas une déclaration. C'était une reconnaissance. Une phrase simple, mais qui résumait le parcours, le basculement, l'irréversible. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il ne pleura pas. Il ferma les yeux. Il revit le trottoir devant l'hôtel, le bonnet posé sur le sol, la voix qu'il avait arrêtée nette. Il se rappela du jour où il avait osé tendre un sac de nourriture, du billet qu'il avait glissé entre 2 morceaux de pain, des mots qu'il n'avait jamais pu dire. Ce jour-là, il avait cru voir Camille. Aujourd'hui, il voyait Élise. Et cela suffisait. À la sortie, les gens formaient de petits groupes. Pas de photos, pas de flash, juste des échanges, des poignées de main, des silences partagés. Claire s'approcha d'Antoine. Ils restèrent un moment l'un à côté de l'autre, sans parler. Puis elle dit, elle a trouvé sa manière de dire les choses. Il répondit, et elle le fait mieux que personne. Quelques jours plus tard, l'album fut distribué dans des centres sociaux, des écoles, des hôpitaux. Il ne devint pas un succès commercial, mais il circula. Il fut utilisé comme outil pédagogique, comme base de discussion, comme levier pour parler d'inégalité, de résilience, de dignité. Élise refusa toutes les propositions de concerts commerciaux. Elle choisit de se produire dans des lieux improbables, une bibliothèque de quartier, une prison pour mineurs, une salle d'attente d'hôpital psychiatrique. À chaque fois, elle chantait comme si c'était la dernière fois, non pas pour impressionner, mais pour dire « je vous vois ». Des années plus tard, lors d'un colloque sur les droits de l'enfance, une intervenante cita Élise sans mentionner son nom. Elle raconta l'histoire d'une jeune fille qui avait chanté pour que sa mère vive, puis qui avait transformé cette voix en levier collectif. Dans la salle, peu de gens savaient de qui il s'agissait, mais tous écoutaient. La note finale de cette histoire n'avait pas été un cri de victoire, ni une conclusion heureuse à la manière des contes. C'était une continuité, une voix qui persistait, une musique qui refusait de se taire. Et Antoine, désormais vieilli, continuait de recevoir de loin des nouvelles. Il ne cherchait pas à intervenir. Il savait que la page était tournée. Mais parfois, en marchant dans les rues de Paris, lorsqu'il entendait un enfant chanter à voix basse, il s'arrêtait. Juste un instant, il écoutait. Et il se souvenait que, parfois, une voix peut changer un destin.